Alors bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Merci donc d'être au rendez-vous pour ce soir. Est-ce que tout le monde me reçoit? Oui, bonsoir, Monsieur Bado. On vous reçoit très bien. Voilà, bonsoir Monsieur Zongo, comment vous allez? Madame Bama, bonsoir à vous. Monsieur Kevin, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Badou. Bonsoir Monsieur Maxime Yabré, Monsieur Paul Taï depuis la Côte d'Ivoire. Oui, bonsoir à tous. Je viens de prendre la réunion en cours. Je viens de suivre une formation en ligne. D'accord, donc beaucoup de courage, Monsieur Yabré, beaucoup de courage. Donc, bienvenue à Monsieur Traoré, aussi à Monsieur Nikema. Merci bien. Bonsoir, M. Bado. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, au passage, j'espère aussi que tout le monde arrive à voir le support qui est partagé. Est-ce que tout le monde arrive à voir? Oui, oui, Monsieur Bado. Oui, on voit. Hmm. À mon niveau, oui. D'accord, d'accord. Alors, donc, pour cette session, nous allons discuter autour donc, de l'hygiène et la santé, voilà, au travail. Voilà. Donc, on poursuit toujours le chronogramme donc, qui avait été soumis depuis le départ. Alors, donc, depuis le premier module, partant du rôle et responsabilité, ensuite de l'historique de la santé-sécurité, des enjeux qui accompagnent donc notre domaine avec les différentes parties prenantes. Aujourd'hui, donc, on va beaucoup plus parler donc de ce module-là qui vient encore mettre, rassembler tout ce qu'on a vu avant de poursuivre jeudi avec donc les EPC et les EPI, tout ce qui est comme module spécifique. Donc, je ne sais pas trop, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne débute? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne débute? Ou- Oui, Monsieur Yabré, allez-y. oui, bon, c'est à propos de nous autres qui avons raté la session passée là. OK. Voilà. Et ça veut dire nous, on doit se contenter de lire maintenant. Ça veut dire chaque session qu'on va rater là, on est obligé de lire maintenant le truc là, je pense. Le cours là. C'est ça. Alors déjà, ce qui est mis en place, je pense qu'on fait quand même voilà, du mieux qu'on peut pour permettre vraiment à tout un chacun de rester toujours dans le bain de la formation. Donc, les modules déjà sont enregistrés. Après les Hmm. séances, le lien YouTube est publié dans le groupe et aussi le support Hmm. aussi accompagne. Donc, pour que ceux-là même qui n'arrivent pas vraiment à suivre, ça peut arriver. Voilà, 3 mois de formation, ça peut arriver. Donc, prière repartie encore au niveau des vidéos, peut-être relire. On a deux micros qui sont ouverts. Madame Traoré, voilà. Est-ce que ça va? OK, je pense que ça va. Alors, donc, on demande vraiment à chacun de repartir, voilà, de repartir. Au cas où souvent on est beaucoup plus absent pour les cours, on peut repartir, suivre déjà l'enregistrement sur YouTube, ensuite de lire les cours.
Et s'il y a des questions avant qu'on ne débute les séances prochaines, c'est de poser déjà toutes les questions. Autre chose aussi pour compléter, c'est déjà d'encourager déjà le rappel. Le rappel permet aussi aux absents vraiment de savoir déjà les points clés qu'ils doivent pouvoir retenir avant de pouvoir poursuivre donc avec le nouveau module. Donc, Monsieur Yabré, voici un peu. Donc, vous pouvez suivre directement les sessions passées et le support. S'il y a des questions, voilà, naturellement, vous pouvez les poser. Bien. Ok, c'est bien saisi, merci. Merci. Merci, Monsieur Yabré. Alors, bonne arrivée aussi à Monsieur Diallo Ousmane, Go Issouf. Donc, j'espère aussi que vos fêtes se sont très, très bien passées. Voilà, que Dieu accepte les efforts de la... Un problème de son avec Madame Traoré, je pense. Vous pouvez fermer le micro ou essayer de parler si ça va. Bonsoir, Monsieur Go Issouf. Écrit dans le chat. Alors, rappel déjà de ce qu'on avait vu la séance passée. Quelqu'un pour nous rappeler de ce qu'on avait vu la séance passée. Un volontaire pour nous rappeler. Oui, Monsieur Zongo, allez-y. Merci, Monsieur Bado. Bonsoir à toutes et à tous. La séance précédente, nous avons parlé de généralité sur la santé et sécurité au travail. En introduction, nous avons évoqué le développement de la science et son impact sur la vie humaine. Sur la partie, j'ai retenu que l'évolution de la technologie a rendu l'homme paresseux et entraîne des effets négatifs sur son hygiène de vie. Toujours en introduction, c'est dit que la question de la santé et sécurité au travail doit être une affaire de tous, mais au Burkina Faso, elle reste une question préoccupante, car chaque année, la CNSS enregistre de nombreux cas graves tels que les accidents mortels, les blessures sur les différents secteurs d'activité, notamment celui des mines et carrières. Suite à ça, nous avons défini quelques thèmes essentiels de la sécurité en santé et sécurité, tels que l'hygiène, par exemple, qui est un ensemble de principes à respecter en vue d'assurer la santé, en vue d'assurer sa santé et sa sécurité. Nous avons également défini l'accident. L'accident qui est toute situation qui entraîne des dommages. Également, on a défini le lieu de travail. Le lieu de travail, c'est dit que c'est le lieu où l'on mène l'activité. C'est le lieu où on mène l'activité. Autrement dit, c'est aussi le lieu d'exploitation de l'activité. On a défini aussi la non-conformité, qui est la non-conformité c'est une chose qui ne respecte pas les normes ou n'est pas conforme à ce qui est attendu. Allô? Oui, on vous reçoit 565, Monsieur Zongo. Ok. Après, ça, on a également vu la définition de l'action corrective, qui est une mesure prise pour éliminer la cause des non-conformités, afin d'empêcher
sa réapparition. Elle a également défini l'action préventive, qui est une mesure prise pour éliminer la cause d'un problème avant qu'il ne survienne. On a également défini le cadenassage, qui est une action visant à fermer à clé une source d'énergie afin de, afin de réaliser un travail. Ensuite, on a vu les différents enjeux en santé et sécurité au travail, tels que les enjeux financiers, les enjeux moraux, managériaux, réglementaires et économiques. On a également vu, et suite à ça, on a vu qu'au Burkina Faso, la mise en œuvre de la politique en santé et sécurité au travail relève des attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. On a également vu les risques qui peuvent être présents sur le lieu de travail, à l'exemple des risques chimiques, physiques, biologiques, psychologiques. Après ça, on a évoqué la gestion des risques. On a dit que qu'est-ce que cela consiste? On a dit que pour gérer un risque, il faut d'abord l'identifier, ensuite l'analyser, l'évaluer et enfin le traiter. Bon, voilà ce que j'ai pu retenir du coup passé. Merci, Monsieur Zongo, parfait résumé. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou encore d'autres apports par rapport à l'intervention de Monsieur Zongo? Question ou rapport? Monsieur Yabré, est-ce que vous arrivez à comprendre à travers le résumé donc, de Monsieur Zongo, le module passé? Alors, donc, on va demander à monsieur. Voilà, c'est bon. Je pense que la main, elle est baissée. Alors, donc, pour le module passé, voilà, on a effectivement parlé de la. OK, on a qui est connecté. Donc, bonne arrivée aussi à monsieur Sori, à monsieur Zongo Sévérin. Donc, soyez les bienvenus. Alors, donc, pour le module passé, on a parlé encore plus donc de la généralité sur la santé-sécurité au travail. Alors, comme point essentiel déjà qu'on doit pouvoir retenir avant de commencer le module d'aujourd'hui, c'est de comprendre que déjà, il y a des éléments que nous, QHS, on doit pouvoir maîtriser. Donc, partant déjà de 9 principes généraux qui guident la prévention. Donc, c'est des choses qu'on doit pouvoir maîtriser en tant qu'HSE. Le premier principe, éviter le risque. Si on ne veut pas dépenser dans la prévention, il faut chercher à éviter le risque. Ensuite, on est conscient que tous les risques ne peuvent être évités. Ces risques qui ne peuvent être évités là, il faut les évaluer. Mais avant de les évaluer, il faut qu'on ait la capacité de les reconnaître, de les identifier. C'est pour cela, depuis le départ, on insiste sur le fait que tout HSE doit être capable de pouvoir reconnaître, faire la différence et reconnaître ce qu'on appelle danger et ce qu'on appelle risque. Parce que si on veut protéger les hommes, il faut qu'on sache contre quoi on doit pouvoir les protéger. Et comment maintenant proposer des actions, des mesures pour que notre action de protection en soit beaucoup plus efficace. Et donc, après l'évaluation, donc évaluer un risque, c'est donner naturellement une note au risque. Voilà, donc, et en tenant compte de deux paramètres, la gravité et la fréquence. Donc, on va s'entendre avec donc, une matrice des risques aussi qu'on avait vu, qui nous permettait vraiment d'aligner ces chiffres-là à travers le choix des paramètres. Madame Traoré, OK. On va demander à Madame Traoré de couper le micro. Si c'est pour intervenir aussi, vous pouvez aller. Voilà, merci. Merci. Alors, donc, naturellement,
à comment utiliser donc une matrice des risques pour pouvoir évaluer efficacement donc les risques, afin donc de déterminer leur criticité. Donc, c'est des choses qu'on a vues. Et en ajout, partant donc des 9 principes toujours de la prévention, après avoir évalué les risques, il faut aller les combattre à leur source. Mais en les combattant à leur source, il faut tenir compte de l'évolution de la science, il faut adapter le travail à l'homme et non l'homme donc à son environnement de travail. Il faut prendre donc des actions de protection collective sans toutefois négliger l'individual. Monsieur Zongo, on a un micro, faisons l'effort vraiment. Si c'est pour intervenir, on peut intervenir, sinon ça crée beaucoup d'interruptions. Donc, on va faire vraiment l'effort de fermer le micro. Si c'est pour intervenir, soit on peut lever la main, ou soit encore on peut ouvrir le micro et poser directement sa question. Parce que là, ça crée d'interruptions et ça coupe directement le direct. On est obligé encore de revenir sur ce qu'on disait. Voilà. Donc, merci. Alors, donc, il faut tenir compte, mettre l'accent déjà sur les EPC sans toutefois négliger les EPI, donner la bonne instruction aux travailleurs et planifier donc la prévention. On a aussi parlé donc des 5 mesures hiérarchiques du contrôle donc des risques. Donc la première donc, mesure parlait donc du fait qu'il faut pouvoir toujours éliminer le risque. Ensuite, par le principe de l'évitement. Ensuite, ceux qui ne peuvent être évités, on va les substituer, on va les remplacer. Après, on a la méthode d'ingénierie. En ce sens-là, le HSE se pose et tout ce qu'il connaît, il a appris, il arrive directement à pouvoir mettre une barrière entre le danger et le risque. Et lorsqu'il finit, le contrôle administratif arrive en 4e position. Et lorsque l'administration valide, on a attribution, on a dotation donc des EPI. Donc, 9 principes de prévention à connaître, à retenir. Ensuite, les Take 5 aussi qu'il faut obligatoirement donc connaître. Ce sont des outils qu'on mettra à disposition donc des travailleurs pour qu'eux-mêmes soient acteurs de la prévention, où ils vont déjà planifier déjà leur activité, rechercher les sources d'exposition au risque, proposer donc des mesures et enfin travailler donc en toute sécurité. On a vu qu'il faut suivre pour pouvoir mettre en place un bon plan de prévention. Il y a ce système de gestion donc, des risques là, dont M. Zongo parlait. Et ce système de gestion de risques montrait les différentes étapes que toute entreprise utilise pour pouvoir gérer les risques. Suivons donc la 45001 et aussi le Lead Risk Management qui est le 31000. En ce sens où directement, il faut déjà établir le contexte. Une fois que le contexte est établi, il faut maintenant apprécier le risque. Une fois que l'appréciation du risque est finie, il faut l'évaluer. Une fois aussi que l'évaluation donc est terminée, il faut maintenant traiter le risque. Et chez nous, en HSE, on a 4 méthodes pour pouvoir traiter un risque. La première méthode, c'est l'évitement. Si on a évité le risque, on ne va plus mettre les moyens dessus pour le traiter. La deuxième méthode, c'est transférer le risque. On peut avoir cette capacité-là. Si on sait qu'on n'est pas vraiment, ou on n'a pas toute la compétence, ou encore on n'a pas, comment je vais dire ça, le temps qu'il faut, on peut transférer le risque. C'est-à-dire à certaines installations, à certains équipements, et à certains bâtiments même qu'il faut, dont le risque doit être transféré. Donc, notamment, on va aller voir une entreprise d'assurance ou leur transférer le risque, là, moyennant bien sûr de l'argent qu'on leur donnera. Donc, c'est une manière aussi à l'HSE de pouvoir gérer donc les risques. Ensuite, à part le transfert du risque, on va atténuer les autres risques qu'on a évités ou du moins ce qu'on n'a pas évité. Et la 4e méthode donc, pour pouvoir traiter le risque, c'est l'acceptation. Et dans l'acceptation, on a 2 types d'acceptation. On a l'acceptation passive et l'acceptation active. Le passif s'assoit et il dit qu'il est conscient que le risque peut arriver à tout moment, mais il va confier son sort à l'Éternel. Pendant que l'actif, lui, il est conscient que ça peut arriver. Il se prépare pour que si ça arrive, il ait les ressources, les capacités de pouvoir contrôler le risque. Donc, quand on prend l'exemple, par exemple, d'un incendie, d'autres vont se dire que comme l'incendie, ça n'arrive pas tout le temps, bon, on va prier Dieu pour ne pas que ça arrive. Par contre, l'autre acceptation,
On est conscient que ça peut arriver. On va préparer donc les robinets d'incendie armés, les RIA. On va préparer donc les instincteurs. On va former les travailleurs pour que lorsque l'incendie va arriver, on pourra donc mieux les maîtriser. Donc voici un peu le petit résumé en griffe de ce qu'on avait vu. Donc, le module, il est long, il est large. Il faut toujours encore aller le lire, surtout la partie évaluation, gestion donc des risques, comment utiliser la matrice des risques. C'est les choses sur lesquelles on va revenir. Voilà, c'est les choses sur lesquelles on va revenir. Pour qu'au sortir vraiment du programme, tout le monde sache utiliser une bonne matrice, les différents types de matrices qu'il y a et comment ils peuvent utiliser la matrice pour pouvoir évaluer les risques. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne débute? Sinon, on va commencer avec le module donc, du jour, le module donc, de l'hygiène. Questions avant qu'on ne débute? Sinon, on va débuter. À mon niveau, ça va. OK, merci, Monsieur Zongo. Alors donc, l'hygiène. L'hygiène, qu'est-ce que c'est? L'hygiène, qu'est-ce que c'est? On a vu que dans le QHSE, certains veulent introduire donc l'hygiène dans la santé parce qu'on a vu que l'hygiène contribue aussi donc à la santé. Donc, qu'est-ce que c'est l'hygiène? C'est une question. Qu'est-ce que c'est l'hygiène? Dans notre domaine, quand on parle donc d'hygiène, on fait allusion à quoi? On regarde quoi? Monsieur Bakon Yaya, allez-y. Bonsoir à tous. Ok. Selon moi, l'hygiène, c'est la propriété des lieux de l'environnement du travail. Se débarrasser des sachets plastiques, bon, tout ce qui est comme saleté, bon, le nettoyage des lieux, tout et tout. Merci. C'est ce que je comprends sur la question de l'hygiène. Ok, merci, monsieur Yaya. Merci. Une main levée, allez-y. Pour moi Oui, allez-y. OK. Se- Selon moi, l'hygiène, voilà. On va demander à monsieur Yabré certainement de fermer le micro. Voilà, merci. Allez-y, monsieur Zongo. OK. Selon moi, en définition terre à terre, l'hygiène, ça signifie la propriété. La Maintenant, si on veut propriété. essayer de, voilà, ça signifie la propriété. Maintenant, si on veut essayer de tendre un peu d'élargir un peu la définition, c'est un ensemble de règles ou des principes à respecter en vue d'assurer sa santé et sa sécurité. Voilà, ensemble Voilà de un peu règles, de ce que je dis. principes qu'on doit mettre en place en vue d'assurer donc sa santé et sa Santé et sécurité. sa sécurité. Merci, Voilà merci, un peu ce que monsieur. je voulais dire. Merci. Merci. Monsieur Yabré avait le micro ouvert. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, pour moi, l'hygiène Oui, dans notre milieu, on a du mal à entendre monsieur Yabré. Le micro. et pour moi, l'hygiène dans notre milieu, OK. ça veut dire c'est l'absence euh, de maladies et l'absence aussi de tout ce qui peut jouer sur la santé et mentale OK. travailleur. C'est la santé donc du travailleur. OK. D'accord. Merci, monsieur Yabré. Monsieur Zongo peut, voilà, peut baisser la main. Monsieur Nikema, allez-y. Bonsoir à tout le monde. Pour moi, je dirais que l'hygiène, c'est l'ensemble des conditions qui consistent à préserver la santé, voilà, la santé bon, d'une personne. Voilà. Ça peut concerner la propriété ou la prévention peut-être des infections, ou bien ça peut aussi euh,
tenir compte aussi de l'environnement aussi dans lequel nous sommes. D'accord. Merci, Monsieur Nikema. Et pourquoi l'hygiène? Pourquoi l'hygiène? Pourquoi on doit s'attarder, on doit mettre l'accent sur l'hygiène en milieu de travail pour nous QHSE? Pour moi, je dirais, on doit mettre l'accent sur l'hygiène parce que déjà, euh, euh, elle consiste à préserver la santé des travailleurs. Tant qu'il n'y a pas d'hygiène dans une entreprise, il faut dire que déjà même, le problème majeur sera la maladie, voire même la contamination même des travailleurs. Donc, vraiment, la question de l'hygiène est très capitale dans une entreprise. Et pour ce qui Eh, concerne vraiment l'HSE, il doit être très regardant aussi sur ce point-là. doit être très, très regardant parce que l'hygiène rime avec la santé. Voilà. Merci, Monsieur Nikema. Oui, on a une main qui est levée, c'est Monsieur Bakouan. Monsieur Bakouan. Donc, on va demander à Monsieur Nikema de baisser la main. Merci. Ok, l'importance de l'hygiène pour un HSE, euh, ça concorde avec son rôle principal. Assurer à ce que les travailleurs ou bien les personnels soient en bonne forme de façon physique et mentale. Voilà, pour un bon rendement et l'image de l'entreprise. Parce que dans un lieu où il n'y a pas d'hygiène, bon, tout porte à croire que non, il y aura euh, des conséquences sur la santé de l'humain, ainsi que la présence de certains reptiles, des insectes et tout, et la pollution. Ça va aussi dégrader l'environnement. Et par Merci. conséquent, ça va jouer sur la productivité. Merci. Je suis la productivité. Donc, merci, c'est parfaitement très, très bien résumé. L'hygiène rime avec la santé. Si on néglige l'hygiène, on aura donc un problème avec la santé du travail. Quand on sait que nous, QHSE, nous sommes responsables de la santé et de la sécurité donc de nos travailleurs. Et qu'est-ce qu'on voit plutôt dans la santé? C'est les maladies liées à l'environnement de travail, donc les maladies professionnelles. Donc, si l'hygiène même est négligée, ça va entraîner donc des maladies. Si ça entraîne des maladies, ça signifie qu'on n'arrive pas à atteindre notre objectif avec tout ce qui est comme conséquence que précédemment on a cité, la baisse de la productivité, etc., etc. Donc, voici pourquoi aujourd'hui on veut parler donc de l'hygiène. Qu'est-ce qui nous concerne en entreprise parlant donc de l'hygiène? Quels sont les tests, les arrêtés donc qui accompagnent donc le point donc de l'hygiène qu'on doit connaître en tant que HSE? Donc, voici un peu. Alors, donc, on va débuter donc avec ce récit-là de William Dave qui dit, on ne fait pas de la santé-sécurité quand on a fini de faire le reste. La santé est plaquée dans la vie quotidienne des entreprises. Si on a loupé l'amiante, il ne faut pas donc louper le stress. Ou pointer du doigt encore le rôle premier donc de la santé-sécurité dans toute entreprise. Parce que l'humain reste toujours le premier capital, la première ressource utile donc de toute entreprise. Il faut être en vie pour pouvoir travailler, il faut être en bonne santé pour pouvoir travailler. Donc, d'où le point donc de mettre l'accent réellement donc sur la santé et la sécurité donc de nos travailleurs. Alors donc, on va aller très rapidement, on va revenir sur des choses qu'on a déjà vues et mettre beaucoup plus l'accent sur des choses déjà qui sont très, très importantes pour nous. Donc, on revient encore sur quelques définitions de base, notamment personne et personnel, ce sera l'ensemble des employés. L'employé, c'est celui-là qui est sous la responsabilité donc d'un employeur qui monnaie son activité professionnelle, espérant donc une rémunération. Donc, l'inspecteur directement, c'est toute personne dédiée par la législation qui est en charge donc d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Le lieu de travail, parce que c'est le lieu destiné à l'implantation des postes de travail. Et le poste de travail, c'est l'endroit où les travailleurs seront amenés à exercer donc leur activité. Et c'est à ces endroits-là que nous, on ira voir. Est-ce que dans ces endroits-là, il y a l'hygiène? Qu'est-ce qu'on va voir dans l'hygiène? Est-ce que les sanitaires sont propres? Est-ce que les sanitaires sont bien gérés? Est-ce qu'il y a des gènes? Il y a des nuisances qui peuvent avoir un impact donc sur la santé qu'on veut protéger donc de nos
L'engin, comme tout véhicule, c'est des choses déjà qui sont connues. Le plus important ici, c'est la différence entre l'asepsie et l'antisepsie dans le volet hygiène en entreprise. L'asepsie comme une méthode préventive qui va correspondre à quoi? À l'ensemble des mesures propres à empêcher tout apport exogène de micro-organismes. L'élimination de toute présence microbienne dans un lieu ou produit donné, on dit que le milieu est comment? Il est aseptisé. Et l'antisepsie qui, lui, c'est l'ensemble donc des procédés physiques ou chimiques destinés à faire quoi? À empêcher le développement des germes pathogènes. Donc, vous voyez que là, c'est la littérature. On va essayer donc de beaucoup plus comprendre dans un français terre à terre. Donc, qui peut nous expliquer en vrai la différence entre l'asepsie et l'antisepsie, ou du moins prendre des exemples pour éclairer la lanterne de tout le monde? Bonsoir, j'ai de l'angine, raison pour laquelle je fais les études. OK. Beaucoup de courage, monsieur Soumaïla. Oui, allez-y. On a un micro qui était ouvert. Différence, ou quelqu'un pour nous expliquer la différence entre l'asepsie et l'antisepsie, ou si il veut passer par des exemples, ça sera aussi la bienvenue. Asepsie, antisepsie. Volontaire? L'asepsie, empêcher tout apport externe. Oui, allez-y. On a un micro qui est ouvert. Bonsoir, monsieur Go. Volontaire par rapport à l'asepsie et l'antisepsie. Exemple. Empêcher l'apport exogène. Comment ça va se matérialiser en entreprise? Par quel type d'action on va mener pour aseptiser notre milieu? Et si on va parler d'antisepsie, à quel exemple aussi? Oui, on a un micro qui est ouvert. Bonsoir, formateur. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. J'ai un exemple de asepsie, un Oui, exemple, porter les gants, stériliser le matériel, se laver les mains. oui, C'est un exemple. Parce que asepsie, on peut dire c'est prévenir. Donc, porter un masque et puis un gant. Maintenant, ok. antisepsie, c'est traiter, éliminer ou tuer les micro-organismes. C'est appliquer Pour peut-être tuer les la détachement, micro-organismes. l'alcool, un truc comme ça. Ou mettre Ok, les gels ok, hydroalcooliques sur les mains. c'est ça. Un truc comme ça. Ben, merci, monsieur Taillé. C'est parfaitement résumé ce qu'on a compris. Donc, l'asepsie, déjà, intervient beaucoup plus dans la prévention. Elle est préventive. Donc, on veut empêcher déjà c'est-à-dire notre lieu de travail. Le bureau est déjà propre. On veut empêcher déjà l'apport extérieur. Et surtout, au Burkina Faso, comment ça se matérialise? On sait qu'on a une période, par exemple, où on a beaucoup de moustiques. Donc, généralement, qu'est-ce que les entreprises font directement? Quand la période approche, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pulvériser déjà tout le lieu de travail pour empêcher donc quoi? L'apport donc de ces moustiques-là. Donc, l'asepsie, déjà, c'est cette méthode préventive qui va empêcher donc l'introduction donc de tout ce qui est extérieur à notre milieu de départ. Par contre, l'antisepsie, lui, directement, ils sont déjà présents. On veut éviter donc leur propagation. Donc, si on prend un exemple à la maison, on sait que les moustiques sont déjà présents. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pulvériser déjà pour éviter qu'ils ne se développent. Par contre, l'asepsie, dans la même maison, on va mettre en place une moustiquaire et dormir sous la moustiquaire pour éviter que les moustiques qui sont en dehors de la moustiquaire là, ne rentrent donc dans la moustiquaire. Donc, voici un peu la différence donc, entre l'asepsie et l'antisepsie. Donc, l'asepsie préventive, ils ne sont pas là. On veut éviter donc qu'ils n'arrivent. Par contre, l'antisepsie, déjà, ils sont là.
on veut éviter déjà qu'il se développe. Déjà, pour ceux qui sont dans la santé, vous allez voir directement, les médecins le font très, très bien. Exemple donc d'asepsie, avant déjà de commencer, par exemple, à opérer un malade, tout le matériel déjà qui doit servir à l'opération, on va le mettre dans un stérile, dans de l'eau distillée, par exemple, pour éviter déjà tout apport exogène avant l'intrusion dans l'organisme non du concerné. Et pour l'antisepsie directement, la plaie elle est déjà infectée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre donc de la bétadine. Donc, voici un peu la différence entre la sepsie et l'antisepsie. Alors, l'antibiotique, naturellement, qui va agir uniquement sur les bactéries en les détruisant. Alors, donc, l'hygiène, déjà, c'est l'ensemble des mesures destinées à prévenir quoi? Les infections, comme on l'a dit précédemment, et l'apparition des maladies quoi? Infectieuses. Elle va se baser donc sur quoi? Sur trois actions. Le nettoyage et la détection, la désinfection et la conservation. Et comment nous, en entreprise, directement, on arrive à pouvoir le mettre en place? Ça ne revient pas à l'HSE vraiment de nettoyer tous les locaux, non, mais c'est au HSE parce que ça révèle donc de ses activités. Parce que ce qui arrive généralement en entreprise, quand tout n'est pas organisé, tout ce qui touche, par exemple, aux locaux, on a tendance à croire que, par exemple, ça appartient donc au RH. Les RH vont dire que ça appartient au département HSE. Le HSE peut dire que ça appartient au RSE. Et généralement, l'action tourne et l'action reste donc sans un responsable donc pour gérer cette action. Donc, tout ce qui va avec la santé, la sécurité de notre travail, le HSE a obligatoirement un droit de regard. Donc, c'est à lui de concevoir déjà le plan de nettoyage des locaux, la fréquence de nettoyage des locaux, le recrutement des personnes qui feront donc le nettoyage, ça ne relève pas de sa fonction. Les RH vont le faire, mais lui, son rôle, c'est de vérifier déjà, leurs compétences ou encore comment il va les former, maintenir donc le niveau de compétence pour que le nettoyage donc se fasse et la détection aussi donc se fasse. À quelle fréquence ça va se faire? Est-ce que ça se fera très tôt le matin avant l'arrivée des gens au bureau? Est-ce qu'à midi encore on va venir passer un coup de ponge donc sur donc le bureau, les sanitaires, etc., etc. Les toilettes également, on va mettre l'accent sur la gestion de ces sanitaires, la fréquence de nettoyage, le maintien. Parce qu'une chose est qu'on recrute des gens pour nettoyer, mais comme on va maintenir ces locaux propres, donc il va arriver à ce que le HSE puisse former l'ensemble des travailleurs sur comment mieux entretenir les sanitaires, sur comment mieux utiliser donc quoi, les toilettes, en respectant, ce que la réglementation dit que dans tout lieu de travail, il faut mettre une distinction entre les toilettes donc des femmes et les toilettes donc des hommes. Donc ça obéit à la réglementation. Et donc, nous, on va former le comportement des personnes parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même éducation. Quelqu'un qui a duré dans un environnement où il n'est pas habitué, par exemple, à utiliser une toilette avec une chasse, souffrez que si vous ne le formez pas, souffrez qu'il passe à côté. Et ça arrive en entreprise. Donc, c'est à nous de souvent former, de mettre des signalétiques pour toujours les sensibiliser, les étapes, par exemple, pour pouvoir utiliser, d'écrire des procédures pour pouvoir utiliser, par exemple, les toilettes. Donc, ces personnes-là, ça permet à tout le monde déjà d'être au même niveau d'information. Parce que les toilettes, c'est l'endroit directement où on dépose beaucoup de déchets et c'est l'endroit où on prend beaucoup de maladies lorsque le nettoyage donc n'est pas et le maintien donc de ces zones-là donc n'est pas à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, notamment la désinfection et surtout, mettre l'accent donc sur la conservation. Donc, voici un peu comment par rapport au nettoyage, nous, HSE, on doit avoir un droit de regard. Si on revient aussi sur les nuisances, ça sera les odeurs. Parce que dans tout bureau, on a un petit bac donc, de déchets qui est là. Comment on va s'assurer que ces nuisances-là donc, soient gérées? Comment on va s'assurer que les petits déchets qu'on va mettre dans les poubelles là, comment l'enlèvement va se faire pour éviter directement que ça crée donc des nuisances, des mauvaises odeurs pour gêner les gens. Donc, on a aussi un droit de regard là-dessus. Comment on va étiqueter les déchets pour que les restes de nourriture se jettent ici, les papiers se jettent ici, les feuilles se jettent ici. Ensuite, on va étiqueter tous nos déchets et former les travailleurs à pouvoir respecter et contribuer encore à renforcer donc leur enlèvement. Quand on parle donc d'hygiène, voici les points sur lesquels donc on met l'accent. La médecine du travail aussi, on avait vu que
La direction qui était en charge donc de gérer tout ce qui est comme médecine du travail, c'était l'OST, qui est l'Office de la santé donc des travailleurs. Donc, c'est cet organisme-là donc, qui a un droit de regard sur la santé donc, de nos travailleurs. Pour des besoins de formation, pour des besoins donc, de visite médicale, pour le suivi même médical même de nos travailleurs. Et les différentes donc, visites médicales donc, qui y sont affiliées. Donc, on a aussi donc, des tests et lois par rapport aux visites médicales. Je les mets déjà en stand-by, le temps pour nous d'avancer, de revenir parcourir donc, sur les différents tests obligatoires qu'il faut pouvoir faire pour les différentes visites médicales d'embauche, de suivi périodique et les visites médicales donc, de fin de poste. Donc, on va avancer, le temps donc, de pouvoir encore revenir dessus. Et quel est l'objectif donc de cette visite médicale-là dans toujours dans l'élan donc de pouvoir freiner donc les pathologies, les débuts de maladies qui peuvent donc arriver. Parlons donc de l'aménagement donc des lieux de locaux. Voilà. Donc, on va mettre encore l'accent. Un, on a un droit de regard sur la conception, sur l'aménagement et sur l'équipement. Quels sont les tests qui interviennent pendant la conception, l'aménagement et l'équipement des locaux? Les tests aussi sont là. On va aussi avancer et revenir encore les parcourir, savoir déjà où on peut les trouver, comment on doit les conserver et comment pouvoir donc les utiliser. Donc, l'aménagement des locaux, on a un module beaucoup plus dédié à ça, qui est la circulation en entreprise. Comment organiser donc la circulation en entreprise? Comment pouvoir gérer le flux entrant et le flux sortant donc, dans notre entreprise? C'est des choses donc, qu'on pourra voir. Donc, s'il arrive que des gens aient HSE dans une entreprise, la conception des locaux, on doit avoir un droit de regard dessus. On doit se renseigner, voir est-ce qu'il y a des tests qui accompagnent en fonction de notre domaine d'activité. Pour un HSE qui est dans le domaine, par exemple, de la fabrication d'eau préemballée, Babali, Awa en Côte d'Ivoire, etc., etc., on a un droit de regard sur la conception parce qu'on a des normes, on a des lois qui encadrent même la conception même et l'aménagement des équipements qu'il faut utiliser déjà pour pouvoir gérer donc, les eaux préemballées, les tests, les analyses qu'il faut pouvoir faire. Donc, si on reste, par exemple, dans un rôle où on nous pose des questions, est-ce que on a essayé de construire, par exemple, pas trop, tel type de poste pour pouvoir alimenter notre réservoir d'eau et vous regardez simplement, vous dites oui, c'est bon, non, il y a des tests qui encadrent donc ces domaines. Et donc, c'est des choses aussi qu'on verra aussi donc par la suite. La circulation en entreprise, ça va se faire en fonction donc des flux entrants. Donc, le HSE, s'il intervient bien sûr dans la conception de son entreprise, il va se poser des questions. Quels sont les flux entrants de mon entreprise? Je sais directement que j'ai les travailleurs. Il y a différentes catégories de travailleurs. Il y a des travailleurs, par exemple, qui viennent avec quoi? Des véhicules, des poids légers, d'autres sont des piétons, d'autres viennent en moto, d'autres viennent à vélo. Comment organiser donc le flux entrant? On a la matière première aussi qui vient, on a le produit fini aussi qui sort, qui doit être livré. Comment gérer tout ce flux? Parce que si rien n'est fait, si on n'a pas une bonne circulation au sein de l'entreprise, ça va entraîner quoi? Des accidents de circulation. S'il y a des accidents de circulation, tant que ça se passe sur un site opérationnel, nous sommes responsables donc de ces accidents. Donc, dans ce sens-là, le HSE sera amené donc à concevoir un plan de masse. S'il a 100 personnes, on a combien de personnes qui ont un véhicule, combien de personnes qui ont moto, combien de personnes viennent à pied, comment organiser, est-ce que le parking sera à l'intérieur donc du site, est-ce qu'il sera à l'extérieur du site, s'il est à l'intérieur du site, est-ce que si les horaires de montée sont maintenus, sont les mêmes, est-ce que à 7 heures, par exemple, on n'aura pas une longue file d'attente donc à l'entrée de l'usine, à l'entrée donc de notre entreprise. Donc, stratégiquement, il va faire des décalages donc d'horaires. Ensuite, si les motos, par exemple, le parking moto aussi doit être au sein donc de l'entreprise, on va essayer donc de disproportionner donc l'arrivée. Peut-être ceux de la technique peuvent arriver à 7 heures, les autres peuvent venir par exemple à 7h30. Ça permet donc de désengorger donc la circulation donc en entreprise. Est-ce qu'ils seront à l'intérieur, est-ce qu'ils seront donc à l'extérieur? Pour les piétons, où est-ce qu'ils vont marcher à l'intérieur du site? On va aménager donc des espaces aussi pour eux pour le faire, comme on le voit donc dans cette vidéo.
Donc, voici un peu. Et pour ça, c'est les choses qu'on pourra voir avec le module de circulation, rentrer en détail, comment concevoir. Mais les normes donc, laissent la latitude à toute entreprise. Chacun le fait en fonction donc, de ses moyens. Ce n'est pas parce que ici, par exemple, on voit des lasers qui font donc le marquage au sol avec des sonorisants qu'on va vouloir l'imposer à notre entreprise, par exemple, à la GFL. Non, on va essayer de voir si nous-mêmes on peut acheter donc des peintures pour faire donc des marquages donc au sol, tant que l'objectif donc y est naturellement, ça contribue donc à maintenir donc le niveau donc de santé donc on va marquer le sol, les piétons, voici où vous devrez passer. Les chariots, voici où vous devrez passer. S'il y a des intersections, comment la priorité donc sera définie, etc., etc. Toujours dans le même élan donc de l'hygiène, le bruit. Le bruit, c'est une nuisance. Le bruit peut créer, donc peut avoir une atteinte donc, sur la santé. Et l'OMS nous interpelle. L'OMS, donc, qui est l'Organisation mondiale de la santé, elle nous interpelle. L'OMS dit qu'on a environ plus de 2 millions donc, de travailleurs. Et c'est des chiffres même qui vont même plus au-delà. Voilà, de travailleurs qui sont exposés à une perte d'audition progressive, donc, de leur entendement. Tout simplement parce que le niveau donc de bruit leur expose. Et qu'est-ce que l'OMS dit? L'OMS donc définit des valeurs. On avait vu récemment que l'appareil qui permettait de mesurer le niveau de bruit en entreprise s'appelait comment? L'appareil qui permet de mesurer l'intensité du bruit en entreprise. Quel est l'appareil qui permet de mesurer l'intensité du bruit en entreprise? Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit? Très bien, on vous reçoit Est-ce sans souci. Ok, merci. Quel est l'appareil qui permet de mesurer donc? L'appareil qui permet de mesurer l'intensité donc du bruit, c'est le sonomètre. C'est le sonomètre, c'est les choses aussi qu'on verra aussi par la suite. Donc, et l'intensité, l'unité de mesure donc du sonomètre du bruit plutôt, c'est quoi? C'est le décibel. Donc, vous voyez ici 80 décibels. Et donc, l'OMS dit de faire la différence parce qu'on sait que chaque travailleur doit travailler 8 heures par jour, 40 heures par semaine. Donc, pour les mesures du bruit, on a une exposition ponctuelle et une exposition comment à pic. L'OMS dit que pour une exposition sur 8 heures de travail, si le niveau donc, du bruit dépasse 70 décibels, les travailleurs donc, sont exposés à une perte progressive donc, de leur audition. Et donc, cette perte progressive-là donc, sera en griffe donc, la conséquence donc, de beaucoup donc, sur la santé. Et donc, comment ça va se passer? Donc, l'OMS dit qu'il faut toujours prendre des mesures sur 8 heures. Donc, nous, à HSO, on va aller dans les différents postes de travail. Dans les différents postes de travail, on va aller mesurer le niveau de bruit là-bas. Sur 8 heures de temps, on va mettre notre appareil, le sonomètre, on va les paramétrer, déposer sur 8 heures de temps. Le lendemain, revenir à la même heure, prendre, voir les valeurs ponctuelles et voir aussi les valeurs à pic. Les valeurs à pic, l'OMS dit que ça ne doit pas dépasser 110 décibels parce qu'au-dessus de 110 décibels, ça peut même perforer même le tympan. Les valeurs à pic, c'est quoi? Vous êtes assis dans un bar et brusquement, on met une musique à forte intensité. Donc ça relève donc du pic. Lorsque ça dépasse 110 décibels, à 130 décibels, ça peut déjà déchirer donc votre tympan. Donc l'OMS nous interpelle là-dessus. Donc nous, on va au niveau de chaque poste de travail, on prend ces mesures. On va au niveau donc des engins qui font des bruits, on prend donc des mesures. On va au niveau donc de l'usine où on a des appareils qui sont bruyants, on prend donc des mesures pour voir est-ce qu'on dépasse sur la mesure ponctuelle, ce que l'OMS dit, ou sur la mesure à pic, ce que l'OMS dit. Si on dépasse, on va voir dans quelle mesure on doit travailler donc à pouvoir rester donc dans la limite donc, des observations donc, de l'OMS. Donc, c'est les choses aussi qu'on verra donc par la suite. Et une fois que c'est bon, on va faire ce qu'on appelle la cartographie sonore. Sur la cartographie sonore, on va étiqueter. Par exemple, dans tel bureau, on va mettre, si on a mesuré que le niveau de bruit, c'est 80 décibels, on va mettre zone de bruit élevée. Donc, port donc de bouchon d'oreille obligatoire. On va étiqueter
toutes les différentes zones donc, bruyantes donc, de notre entreprise. Les endroits où on a mesuré, par exemple, le niveau de bruit est normal, 40, 50 décibels, en des zones de 70 décibels, on va marquer, on va écrire niveau de bruit donc acceptable. Donc, port de pays, par exemple, n'est pas obligatoire. Voici comment on arrive donc à contenir donc, le niveau de bruit donc, en entreprise. Et pour les bruits, par exemple, qu'on ne peut pas réduire, qu'est-ce qu'on fait? On répond à ce principe de prévention qui dit de faire quoi? De mettre l'accent sur les équipements de protection collective sans toutefois négliger l'individu. Donc, on met l'accent d'abord, on protège l'ensemble et on renforce par les EPI. Donc, on a toujours des équipements en entreprise qui font des bruits. Qu'est-ce qu'on fait? On va confiner ces équipements-là. On va mettre ces équipements-là soit dans une salle vitrée pour que si l'équipement est en plein fonctionnement, tout le bruit soit contenu à l'intérieur. Ça permet donc de protéger, par exemple, tous ceux-là qui sont dans les bureaux voisins. Au cas où, par exemple, vous avez un laboratoire qui est... on va demander de fermer les micros, s'il vous plaît. Là, on a un micro, je n'arrive pas à voir ce qui... Monsieur Bacon. Alors, on va demander de faire l'effort de fermer les micros. J'arrive pas. Monsieur Bacon, si vous nous recevez, merci de fermer le micro. Merci. Donc, on va mettre l'accent donc, sur les EPC. On va engouffrer donc ces équipements bruyants-là. Si ce sont des petits équipements, bien sûr, comme on le voit sur ces images, là, pendant leur fonctionnement, le bruit est contenu à l'intérieur. Pour les laboratoires qui sont dans l'administration, pour éviter que pendant leur fonctionnement, les travailleurs qui sont assis au bureau pendant 8 heures du temps ne soient exposés à le bruit, on va les mettre dans une salle vitrée. Et ensuite, maintenant, on va renforcer, par exemple, les opérateurs qui sont à l'intérieur de ces salles. On va leur dire de porter donc le casque ou le bouchon doré. Donc, voici comment on met en place donc quoi? Un ensemble de mesures donc, pour gérer contre ces nuisances-là qui ont un effet donc, sur la santé donc, de l'homme. Donc, quand on parle encore d'hygiène, on fait allusion à quoi? L'aération et la ventilation donc, des lieux de travail. Parce que tous ces éléments-là, Là, Liga, avec le rythme d'enfer, le FC Barcelone, qui s'est encore imposé cet l'effort après-midi, de fermer les également, micros. c'est un tournoi actuellement en Allemagne. La nouvelle balade, la démonstration du Bayern Munich, comme on en saura tous les minutes dans celui. Monsieur Zongo, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Donc, on doit aussi donc, avoir un droit de regard sur l'aération et la ventilation donc, des locaux. Et plus précisément, voici donc les références qui vont avec. Donc, les locaux ils doivent être équipés d'ouvrants pour qu'il y ait ce rafraîchissement d'air afin d'exposer nos travailleurs donc, à ces maladies qu'on veut éviter. Donc, tout ça rentre donc dans le cadre donc, de l'hygiène. Et qu'est-ce que l'INRSS dit? L'Institut national donc, de recherche donc, de la sécurité en France dit. Les zones de bureau, l'entrée donc d'un volume d'air doit être donc d'un débit minimal donc, de 25 mètres cubes par occupant. Donc, en ce moment, directement, on va venir prendre donc, un appareil qu'on appelle le multimètre. Le multimètre, je ne sais pas si, oui, je pense qu'on avait déjà vu ça, ou pour les prochains modules aussi, on verra. On va utiliser donc son thermomètre. On va utiliser aussi donc un autre appareil qui est connecté pour pouvoir mesurer donc le niveau donc, du débit d'air de la salle. Pour voir est-ce qu'on respecte. Les locaux de restauration, un volume d'air d'entrée donc de 30 mètres cubes par heure. Les ateliers, les locaux, donc tous ces chiffres sont référencés. Donc, si on est HSE pendant la conception, on doit avoir un droit de regard. On ne doit pas être là. On doit toujours rechercher, voir est-ce qu'il y a des tests qui accompagnent n'importe quel type. Donc, le HSE ne doit pas répondre à des questions sur, par exemple, l'effet donc, visuel. Non, il doit toujours voir est-ce qu'il y a il y a un cadre juridique qui accompagne ça. Parce que si vous vous exposez trop à répondre, si un problème arrive, c'est comme si vous-même, vous ne connaissez pas. Autant le QHSE déjà doit aussi assurer ce qu'on appelle donc quoi, la veille réglementaire. Ensuite, le niveau aussi d'éclairage. L'éclairage aussi donc, peut jouer. Donc, on doit aussi donc mettre l'accent. Voilà, on doit aussi donc mettre l'accent aussi sur différents éléments pour travailler de sorte à ce que
le niveau d'éclairage donc n'arrive pas aussi donc à jouer sur la santé de nos travailleurs. Donc, l'appareil de mesure, l'équipement plutôt qui permet de mesurer le niveau d'éclairage, c'est le luxmètre. Donc, l'unité de mesure, c'est le lux. Lui aussi, on l'utilise pour aller dans chaque poste de travail. Et pour cela, les modules passés, on avait vu les tests qui accompagnaient ça. Ils disaient que des locaux de poste de travail, le niveau d'éclairage ne doit être compris entre 300 et 500 lux. Donc, on va aller faire ces mesures-là dans tous les postes de travail de notre milieu de travail et prendre ces mesures-là, voir est-ce qu'on est entre la fourchette de 300 à 500. Si on est en dessous, ça signifie que la salle est sous-éclairée. Le bureau de la personne est sous-éclairé. Donc, ça peut aussi avoir, donc, il va trop solliciter donc ses yeux et ce qui va épuiser donc sa vision sur le long terme. Si ça dépasse 300 à 500 lux, ça signifie que la salle est suréclairée. Donc, elle va éblouir aussi encore ses yeux. Donc, elle va aussi épuiser aussi donc sa vision sur le long terme. Donc, c'est des choses aussi qu'on pourra aller voir et mettre en place un plan d'action avant que, lorsque l'inspection du travail ou d'autres ministères viendront en inspection conjointe, ils viennent nous mettre devant les faits accomplis et ça va représenter donc une non-conformité pour nous. Donc, on a aussi un droit de regard donc, sur le niveau donc d'éclairage. La surveillance donc des lieux de travail, la réglementation aussi statue là-dessus, que ce soit pour une entreprise de BETP, quel qu'en soit donc votre niveau donc d'organisation pour tout type d'activité que vous menez, il faut au minimum une clôture d'au moins 2 mètres de hauteur. Et en même temps, la clôture va représenter ou encore répondre donc quoi? Répondre donc à ce principe donc de protection-là par obstacle. Là, si demain, par exemple, pour les BTP, vous voyez que ce sont des chantiers ouverts, vous pouvez travailler aujourd'hui, chacun rentre chez lui demain. Donc, demain, par exemple, si vous venez trouver quelqu'un qui est mort sur votre chantier, il venait utiliser, par exemple, votre chantier à d'autres fins, vous n'en êtes pas responsable, même si c'est sur votre site. Mais s'il y a une clôture, par exemple, et qu'il a sauté la clôture, c'est comme si c'est lui-même qui est fautif. Donc, c'est les choses, c'est les tests qui sont là qu'il faut déjà pouvoir les connaître et se mettre toujours à l'abri, se mettre toujours à l'abri donc des sanctions donc liées à ces activités-là. Donc, vous allez voir ici, par exemple, j'ai mis l'ensemble donc des tests qui vont avec l'hygiène sur le lieu de travail, notamment le Code de l'hygiène publique 2005, le Code de la santé publique, l'arrêté conjoint des visites médicales et le décret portant fixation donc, des mesures d'hygiène donc, et de sécurité. Donc, c'est des choses qui seront partagées dans le groupe. Il faut créer, des fichiers parce qu'après, vous en aurez besoin. Voilà. Il faut créer des fichiers en santé, sécurité, en environnement et les enregistrer. En cas de besoin, vous saurez au moins où aller les trouver. Donc, le plus important, ce n'est pas de maîtriser tous ces tests-là, non. C'est de savoir où les trouver en cas donc, de besoin et de voir dans votre activité, si je suis dans le BTP, quels sont les tests et lois qui s'appliquent à mon activité. Comment je dois parcourir donc ces tests et lois-là pour voir quels sont les articles et décrets qui s'appliquent à mon domaine afin que mes activités donc partent dans le même sens pour éviter donc tout ce qui est comme sanction. Ensuite, la sécurité donc des biens et des personnes, on l'a longtemps parcouru. Ça sera donc de mettre l'accent donc sur les dangers. On sait que le danger, c'est tout ce qui est comme matériel immatériel qui peut représenter une menace à nos yeux, mais qui a ce potentiel-là de pouvoir créer des dommages. Et quels sont les dommages? Ce sont les risques. Les risques, donc, c'est les dommages que les dangers donc, peuvent créer, mais qui peuvent arriver ou ne pas arriver. C'est pour cela qu'on parle donc d'effet d'incertitude, probabilité que les dommages du danger cité donc n'arrivent. Et on doit être aussi capable d'évaluer ces risques-là à travers des paramètres tels que la gravité et la fréquence et donner donc une interprétation donc à des valeurs pour pouvoir déterminer la criticité donc de notre risque. Donc tout ce qui est comme risque d'accident, tout ce qui va avec. C'est des choses donc qu'on sera en mesure donc de le faire, les risques d'incendie, tout ce qui va avec. Donc pour les risques d'incendie, on aura aussi le module donc sur la lutte contre l'incendie. Comme je l'ai dit,
le module d'hygiène encore vient intégrer encore d'autres paramètres en rappel pour que tous ceux-là qui viennent d'arriver, qui ont perdu certains cours, soient toujours donc dans le bain. Voilà, soient toujours donc dans le bain. Donc, par rapport à la combustion, déjà, vous savez, oui, voilà les régimes donc, de la combustion, tels que l'inflammation. C'est des choses déjà qu'on verra par la suite, la déflagration et la détonation donc, plus violente. Voilà. Les 4 phases principales de la propagation donc, d'un feu, l'initiation donc, du feu, l'embrasement, où le feu commence déjà à aller donc à croître donc son niveau calorifique. La combustion donc continue, le feu continue toujours et on a la phase donc décroissante donc du feu qui constitue donc la 4e phase. Donc généralement, nous on se positionne où partie donc de l'initiation donc du feu. Donc en entreprise, la norme nous interpelle. La norme dit de ne jamais négliger un risque dont la probabilité donc de survenue est comment est très faible, mais dont la gravité donc est élevée. Et la norme met l'accent donc sur les catastrophes, sur les incendies. L'incendie en entreprise, ça n'arrive pas tout le temps. Mais lorsque ça arrive, les dégâts sont comment? Sont très, très énormes. Donc, nous, on va mettre l'accent. Et comme on va traiter l'incendie, c'est par l'acceptation, qui est la dernière donc, méthode de traitement des risques. L'évitement, le transfert, l'atténuation et enfin quoi? La dernière méthode, ça sera quoi? Comme on l'a dit, l'acceptation. On a 2 types d'acceptation, l'acceptation passive ou active. Donc, l'autre côté, on est conscient que l'incendie peut arriver, on se positionne, on va former nos travaux, on va leur dire que le feu, en fait, tout feu n'est pas feu en griffe. Il y a des classes de feu qu'on doit pouvoir maîtriser. On a les feux de classe A. Donc, conventionnellement parlant, on a 4 classes de feu. On a les feux de classe A, ce sont les feux donc de matériaux solides. Les feux de classe B, liquide liquéfiable, c'est-à-dire l'essence, le gasoil, etc. On a aussi les feux de classe D, tels que donc, c'est plutôt les feux de classe C. Voilà, les feux donc issus donc des gaz, le butane, le propane, etc. Tout ce qui va avec l'acétylène. Et les feux de classe D, les feux donc de métaux tels que l'aluminium, le magnésium, le sodium et le potassium. Et là, on voit que c'est à chaque type de feu que répond donc son principe d'extinction, sur comment l'éteindre. Et avant, dans notre conception, dans notre manière de voir les choses, on voyait que tout feu, c'est le même feu. Donc, pour éteindre un feu, il faut naturellement utiliser l'eau. Non. On finit par comprendre que les feux sont regroupés par classe et par catégorie. Donc, conventionnellement parlant, on a 4 classes de feux. Maintenant, on a des classes qui ont été déclassifiées, notamment la classe E, qui fait allusion donc au feu électrique. La classe aussi, donc, F, qui fait allusion donc au feu dit gras, tels que les feux de cuisson, de restauration. Donc, ces différents types de feux-là n'ont pas les mêmes manières donc, de pouvoir donc, les maîtriser ou les contrôler. Actuellement, depuis janvier aussi, on a intégré donc une autre classe, donc, qui est la classe L, les feux donc issus des batteries donc de lithium, parce qu'on a vu qu'aussi la plupart donc, des batteries donc, sont sources donc, de feu. Donc actuellement, ils sont en train de travailler pour voir dans quelle mesure aussi on peut intégrer un type d'extinction spécialisée pour eux. Donc avec la lutte contre l'incendie, c'est des choses qu'on va revenir là-dessus pour que vous voyez directement en entreprise par rapport à l'incendie, comment est-ce que l'entreprise doit pouvoir être prêt, former les travailleurs. Donc, par rapport directement au traitement qui est l'acceptation actif, on va se dire, on va former les travailleurs, on va faire la cartographie des feux. Au bureau, on sait que directement les feux qui peuvent sortir donc des bureaux, c'est les feux donc de classe A, c'est-à-dire feux de matériaux solides, c'est-à-dire le papier, le bois du bureau. Donc, pour ces feux, on va voir quel extincteur est adapté. On va les cartographier et on va installer l'extincteur à côté. On va aller, par exemple, à l'atelier, à la cantine, si on a une restauration dans notre entreprise. C'est comme cela qu'on fait la cartographie non, des feux et on travaille donc à pouvoir maîtriser. On va former nos travailleurs sur comment utiliser un extincteur, sur les comportements adoptés donc face donc aux extincteurs, partant des différents types d'extincteurs, l'extincteur à pression permanente, l'extincteur donc à pression auxiliaire, et on va former les travailleurs. Donc, s'il y a des catastrophes, comment sonner l'alerte,
former des guides fils, des serre-fils. Donc, c'est des choses aussi qu'on verra donc par la suite. Les risques d'explosion donc en zone atmosphère donc explosive, par exemple, on va pouvoir les étiqueter afin de lutter efficacement donc, contre l'apparition donc des incendies donc sur le milieu de travail. Alors, toujours donc, voilà, donc la circulation d'entreprise, c'est des choses aussi qu'on va voir. Voilà, donc un exemple de modèle. Chaque entreprise, la norme donne l'attitude à chaque entreprise en fonction de ses moyens. Le plus important, si les autres utilisent par exemple des matériaux sophistiqués, ils tiennent compte de l'évolution de la technologie, bien sûr, mais c'est en fonction de leurs moyens. Si nous, on n'a pas de moyens dans notre entreprise, on va utiliser des peintures. Comme chez nous, par exemple, on va marquer le sol. Le plus important, c'est l'objectif qu'on doit atteindre. Voilà, donc voici un peu chacun en fonction donc, de ses entreprises. Ensuite, on a fini donc d'aménager, de concevoir la partie équipement, installation donc des équipements. Le HSE aussi peut avoir un droit de regard. Donc, par rapport aux équipements, par exemple, ils vont essayer de voir quelle est la réglementation en vigueur avant l'utilisation donc, des équipements. Donc, chez nous, par exemple, la réglementation elle est claire au niveau national. Tout ce qui est comme équipement sous pression, suppression, doivent être donc vérifiés, inspectés donc par un organisme donc, qui est habilité, qui a toutes les compétences. Et en termes donc, d'organismes sur le plan international, on a APAV et Veritas. Voilà, on a APAV et Veritas. Donc, ils peuvent aller directement sur tout ce qui est comme équipement que vous utilisez au laboratoire, etc. Les équipements, si vous êtes dans le transport et la logistique, c'est-à-dire les nacelles, les grues, les- tous ces équipements-là doivent faire preuve donc d'inspection. Donc, en ce moment, nous, à GSE, on doit se rassurer que l'inspection a été faite. On doit se rassurer que ces équipements ont des certificats d'expertise si ce sont des engins roulants. Avant, par exemple, si on a GSE et qu'une grue doit venir travailler sur leur site, on va demander ces preuves d'habilitation-là. Envoyer le certificat d'expertise, par exemple, de la grue, qui montre que toutes les parties de la grue ont été inspectées, ont été vérifiées, les chaînes, les élingues, toutes les parties donc, ont été inspectées et vérifiées donc, par Veritas. Si on a un laboratoire au sein donc, de notre entreprise, on va les appeler, ils vont venir inspecter, vérifier, étiqueter la plupart de nos équipements. Ensuite, chaque pays aussi peut avoir donc un organisme régulateur normatif. Au Burkina, on parle plus de l'ABNORM. Donc, l'ABNORM aussi a un droit de regard. Ils feront partie aussi donc, de nos parties prenantes. On ira les voir. Ils viendront même en inspection, voir directement est-ce qu'on est conforme en fonction de eux, leurs lois. Si on n'est pas conforme, ils vont nous imposer de très, très grosses amendes. C'est de très, très grosses amendes. Donc, le HSE, en ce moment aussi, doit avoir un droit de regard. Question, question, question. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne poursuive? Question. Est-ce qu'on arrive donc à se comprendre? Donc, c'est encore, pour certains, on voit toujours certaines choses qu'on voit. Voilà. Mais partir de ce module-là, ça sera maintenant des choses très, très spécifiques et pointues. Donc, par rapport aux installations électriques, on verra aussi qu'est-ce qu'il faut mettre donc, dans les installations électriques, notamment donc, les amours électriques, partant même de la lutte contre l'incendie, comment se positionner. On verra pour les feux électriques, quels sont les types d'extincteurs déjà qu'il faut mettre en place. Les amours électriques, vous allez voir pour la plupart des industries, on crée par exemple une salle pour pouvoir abriter donc tout ce qui est comme dispositif pour pouvoir gérer donc les sources d'énergie dans l'entreprise. Donc on va les appeler donc des salles électriques. Ou dans ces salles-là, on aura donc des amours électriques.
En ce moment, le HSO aussi doit faire des recherches pour voir quels sont les outils qui vont avec. Pour que si un risque arrive, qu'est-ce qu'il faut faire sur les opérateurs? Donc, on va mettre en place donc, les perches, on va mettre des tabourets isolants, on va aussi donc mettre donc, des moniteurs qui permettent donc d'utiliser et de travailler avec le courant, les gants qui permettent donc de limiter donc l'accès donc du courant aux opérateurs. On va tous les mettre donc à disposition. Si on a des travaux aussi donc qui doivent se faire, tout dépend de notre entreprise, on va mettre l'accent. On va mettre l'accent. Si on a des travailleurs, par exemple, qui interviennent dans le domaine électrique, ils doivent travailler en hauteur. Notre champ d'analyse doit être beaucoup plus élargi. Ça doit être beaucoup plus élargi en regardant les risques de chute pour le travail en hauteur, mais aussi les risques électriques. Parce que la réglementation dit tout besoin de travail en hauteur. Si on est auprès donc d'une ligne électrique, on doit maintenir une distance de plus de 5 mètres entre la ligne électrique donc, et l'hauteur où on se trouve. Grave incidente de plataforma. Donc, quand on regarde par exemple l'exemple de cette vidéo, quelqu'un qui est dans une nacelle qui le porte pour aller travailler sur une ligne électrique, même si l'évaluation des risques avait été faite, si on a fait beaucoup plus une fixation sur le risque de chute, voici le risque électrique aussi qui est à côté. Donc, dans notre champ d'analyse, il faut qu'on soit beaucoup plus élargi. Tout ce qui est comme risque de chute, c'est des choses aussi qu'on voit. Voilà. Voilà. Donc, quelqu'un qui travaille en hauteur. Donc, on va se positionner à travers donc, le travail en hauteur. On verra qu'est-ce qu'on appelle hauteur, qu'est-ce qu'on appelle travail en hauteur. Vous allez voir, certains vont vous dire que le travail en hauteur, c'est tout travail à partir de 3 mètres. Il faut une fixation sur ce que la réglementation dit. Mais nous, après le module donc, du travail en hauteur, vous saurez que le travail en hauteur, c'est tout travail qui se fait au-dessus de la surface du sol. Lorsqu'on est au-dessus de la surface du sol, on est déjà en hauteur. Maintenant, est-ce qu'on est en petite hauteur ou est-ce qu'on est en grande hauteur? Si on est en petite hauteur, quels sont les équipements qu'on doit utiliser pour pouvoir faire le travail en petite hauteur? Si on est en grande hauteur, quels sont les équipements qu'on doit pouvoir utiliser pour pouvoir aussi faire donc le travail en grande hauteur? Les équipements qu'on va les utiliser, comment on doit les utiliser? En tenant compte donc du risque qui y sont liés. Donc, on va utiliser ces équipements-là non comme un poste de travail, c'est-à-dire pour s'arrêter pendant des heures pour faire l'activité, mais on va les utiliser comme les moyens d'accès. Vous avez vu que le monsieur, il était arrêté là-dessus. L'échelle longue a basculé et il est tombé. Il est tombé. Donc, le travail, on te va nous outiller donc sur ça. Ensuite, la deuxième vidéo, si vous voyez que s'il n'y a pas d'une bonne circulation, s'il n'y a pas une bonne organisation de la circulation d'entreprise, les engins, il y aura toujours collision, accident donc, entre les engins roulants et l'humain. Parce que vous n'avez pas directement défini une zone où chacun doit pouvoir passer. Donc, avec la circulation d'entreprise aussi, on verra comment gérer ça. Qu'il faut une main ou 2 pieds ou 2 pieds ou une main. C'est-à-dire, si on veut prendre l'escalier, la rampe, elle est là. Il faut toujours attraper la rampe. Il faut toujours attraper la rampe avec une main et les 2 pieds nous permettent de marcher. Si on doit monter un escalier, plutôt une échelle, soit on va avec un pied, 2 mains, ou soit on va avec 2 pieds, une main. C'est ce qui, quand on parle donc de la règle des 3 points, voici, donc on va former. Dernièrement, je pense qu'il y a cet accident très fatal là qui circule sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu sur LinkedIn, où un travailleur donc a consommé une chute de plus de 10,6 mètres de hauteur lorsqu'il utilisait donc les échelles qui sont fixées sur les silos. Et quand l'incident est survenu après l'enquête, le monsieur utilisait donc l'échelle fixée sur les silos. Les silos, c'est l'endroit donc qui contient, par exemple, soit une matière première ou soit ce qu'on veut
un produit fini qui est prêt, par exemple, à être emballé, étiqueté. En mine, les silos, on va les utiliser, par exemple, lorsque le convoyeur, après avoir fracturé la matière première, plutôt l'affleurement rocher, les, les, les débris de roche sont transportés sur le convoyeur. Dans l'agroalimentaire, telles que les entreprises qui font de la bière, le silo, c'est l'endroit où la bière sera stockée en quantité. Donc, lui, on met des échelles sur ces silos-là, par exemple, pour des travaux de vérification. Et donc, lorsqu'il utilisait l'échelle, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu reçu un appel, peut-être d'un de ses chefs, ou je ne sais pas trop. Et lorsqu'il a reçu un appel, naturellement, ça signifie qu'il continue de maintenir l'échelle avec une main. Donc, il ne respecte plus la règle des 3 points d'appui. Et il a flanché à travers l'autre main. L'autre main a glissé. Il a confirmé donc une main de hauteur. Et il est mort. On met là-dessus la règle des 3 points d'appui. Vidéo, voilà. La coactivité. Voilà. Un exemple donc de la coactivité, par exemple, le travail en hauteur, comment l'organiser, comment maintenir chacun dans sa zone. Ici aussi, comment essayer donc de mettre des cales pour pouvoir, donc toutes ces choses-là, donc on sera donc amené à pouvoir les gérer donc en entreprise. Pour l'instant, on continue donc notre session. Mesures relatives aux installations, tout ça, c'est des choses aussi déjà qu'on a vues. Donc, on va passer rapidement. Voilà, milieu industriel. Les produits chimiques, comment gérer aussi les produits chimiques, on le verra avec le SIMDUT. Voilà, le SIMDUT, où vous aurez même une attestation même sur le SIMDUT. Le SIMDUT, qu'est-ce que c'est? C'est le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. On va regarder beaucoup plus cette vidéo-là pour voir un peu qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que tout le monde arrive à voir la vidéo? Est-ce que tout le monde arrive à voir la vidéo? Oui, on voit. Je vois. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché sur cette vidéo? Après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché sur cette vidéo? Ouais, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette vidéo? Donc ici, par exemple, avec le programme SIMDUT, que est le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail, on verra directement quelle est la réglementation qui accompagne le nombre de produits, leur utilisation, etc., etc. Pourquoi le SIMDUT 2015? Parce que très rapidement, avant, chaque pays avait sa réglementation. Donc, un produit considéré dangereux au Burkina, il arrive en Côte d'Ivoire. Eux, en fonction donc, de leur réglementation, elle est moins dangereuse. Mais le SIMDUT vient rassembler, uniformiser donc les systèmes. Et le SIMDUT va se concentrer sur 3 éléments. On a quoi? La fiche de données de sécurité, on a l'étiquette. On a maintenant la formation déjà qu'on va utiliser pour donner donc à nos travailleurs, partant même du fournisseur. Et enfin, ils pourront donc travailler en toute sécurité. Donc, comment acheter un produit chimique?
quels sont les tests donc, qui encadrent même l'achat, la réception des produits chimiques. Qu'est-ce qu'on doit regarder donc sur les produits chimiques? Quand vous regardez par exemple cette vidéo, vous voyez la barrique là qui est là, la barrique bleue. Vous voyez déjà, il y a une étiquette qui est apposée sur la barrique, sur laquelle vous allez voir un triangle. Donc, vous voyez l'étiquette qui est apposée et un petit triangle. Je ne sais pas si tout le monde voit mon curseur. Donc, c'est l'étiquette qui est apposée sur le produit chimique. Donc, après le SIMDUT, vous allez voir que tout produit chimique qui vient, on doit réclamer deux documents. La fiche de données de sécurité en abrégé FDS et l'étiquette qui est apposée, l'étiquette du fournisseur. L'étiquette du fournisseur, quels sont les éléments qui doivent euh, que doivent porter donc l'étiquette donc du lieu de travail, la fiche de données de sécurité avec ses 16 rubriques, quels sont les différents éléments qu'on doit pouvoir utiliser pour pouvoir mieux gérer, entretenir, faciliter l'utilisation donc des produits chimiques. Et, et enfin, comment stocker les produits chimiques? Parce qu'avec l'étiquette, vous allez voir qu'il y a des produits qui sont des comburants, d'autres sont des combustibles. Par contre, on a vu que pour qu'il y ait feu, il faut que trois composantes soient réunies: le combustible, le comburant et l'énergie d'activation. Donc, vous allez voir que pour lui, par exemple, sur le premier produit, si le produit, par exemple, c'est un combustible, déjà, l'air qu'on respire, on a 80% d'azote, 20% de dioxygène. Donc, on a déjà le comburant. Maintenant, le fait de venir nettoyer directement, le fait de venir nettoyer, le fait donc qui encadre je sais pas, ça on l'appelle comment. Voilà, le fait donc de venir nettoyer donc le fait, ça crée donc quoi? Une source donc d'énergie qui vient compléter, rassembler donc quoi? Le troisième composant donc du triangle donc de feu. Et donc naturellement, il y aura feu, explosion. Donc avec le programme SIMDUT, on saura réellement comment gérer donc un produit chimique sur le lieu de travail. Si on doit le transporter avec le TMD, qui est le transport des matières dangereuses aussi, on sera très très bien outillé. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Le chat, je viens toujours dans le chat. Oui, Monsieur Go Youssouf. Oui, ok, bien reçu. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne poursuive par rapport toujours au module? Alors, le suivi médical, quels sont les différents examens qui sont recommandés déjà dans le monde de l'emploi pour assurer donc, la santé donc, des travailleurs? C'est des choses aussi donc, qu'on va voir. Voilà. Donc, je reviens directement sur le recueil des différentes lois. Je vous partage ça aussi pour qu'on les passe en revue. Donc, ils sont où ça? Je vais les voir. Hmm. Ouais, ok. Visite médicale. Voilà, l'arrêté conjoint, par exemple. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde arrive à voir l'arrêté conjointe? Voilà, arrêté conjoint numéro 2013 portant modalité, conditions de réalisation de visites médicales et examens complémentaires dans le milieu du travail. Est-ce que tout le monde le voit? Oui, oui. Voilà. Et donc, le voici. Donc, comme je l'ai dit, le plus important, ce n'est pas de le maîtriser, mais c'est de connaître l'information et de savoir déjà où on doit pouvoir aller le trouver. Donc, le voici. Et cet arrêté là est tout aussi profitable à nous, à chercher aussi, parce qu'on est aussi donc des employés dans des entreprises. Donc, le fait de le connaître souvent, ça nous permet déjà de nous faire respecter et de montrer déjà ce qui nous revient de droit. Parce que pour beaucoup d'entreprises donc ne le font pas parce que c'est coûteux. Voilà, c'est coûteux aussi, donc beaucoup ne le font pas. Le suivi médical même de chaque travailleur. Comme on l'avait vu précédemment,
ce qui relie le travailleur et l'employeur, c'est l'activité professionnelle. Je mets mon activité professionnelle, tu me payes. Donc, s'il arrive que ton activité professionnelle donc m'expose à ce sens ou peut entraîner donc des accidents ou des maladies, naturellement, il va s'en dire que tu dois assumer ta responsabilité. Donc là, c'est en ce sens-là que la loi impose les visites médicales. Donc voici comment vous devrez passer en revue toutes les lois et décrets qui s'appliquent à vous. Donc vous allez prendre la loi, voilà. Si vous êtes organisé en entreprise, vous allez faire en sorte les autres personnes, par exemple, de votre département. Sinon, c'est à vous de le faire pour pouvoir assurer votre veille. En application de l'article, par exemple, vous allez voir pourtant, on vous dit dans quelle mesure ce décret-là s'applique. Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux travailleurs soumis au Code du travail, quelle que soit leur activité, leur effectif. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas de restriction. Donc ça signifie que ce décret-là, cet arrêté-là, s'applique à toute entreprise qui opère au Burkina Faso, par exemple, quel qu'en soit son domaine d'activité, quel qu'en soit son effectif. Les visites médicales et examens qui sont obligatoires, on a la visite médicale d'embauche, c'est-à-dire lorsqu'on vous recrute, on doit faire ce qu'on appelle la visite médicale d'embauche, qui aura pour but donc de faire un état des lieux sur votre niveau de santé. Lorsque vous êtes arrivé dans leur entreprise, on va voir est-ce qu'on va faire tous les examens qui vont avec l'acuité visuelle, les examens de, voilà, je sais pas trop, on fait tous les examens qui vont avec en matière donc, de santé. Il y en a tellement que ça peut se faire sur une journée, 2 jours. Donc, c'est la première porte d'entrée. Ensuite, on a la visite médicale périodique parce que pendant votre activité professionnelle, il peut y avoir donc des signes qui montrent que votre activité professionnelle met en place un micro qui est ouvert. Si c'est pour intervenir, allez-y. Ensuite, on peut avoir aussi la visite médicale de surveillance spéciale. Quand on arrive, par exemple, vous travaillez au laboratoire, vous commencez à tousser, on voit que vous utilisez des produits chimiques, cette visite médicale-là s'impose. Visite médicale de reprise de travail, si vous partez en congé et que vous revenez, il peut arriver que pendant vos congés, vous partez prendre des maladies là-bas. Donc, obligatoirement, l'entreprise même doit faire une visite médicale pour se protéger elle aussi. Et enfin, la visite médicale de fin de contrat pour montrer qui définit la porte de sortie pour voir. Voici comment vous êtes rentré avec la visite médicale d'embauche. Voici comment vous sortez. Si directement il y a des maladies qui ont commencé à apparaître, les cancers, ils sont en lien bien sûr avec votre activité professionnelle, vous aviez normalement le droit et la possibilité, le temps, la force nécessaire de pouvoir poursuivre l'entreprise. C'est dommage que beaucoup ne le font pas, mais après votre activité professionnelle, au moment où vous devrez jouir de l'effort pendant que vous étiez jeune, dans ce moment-là, vous êtes frappé, par exemple, par le coup d'une grande maladie. Et en ce moment, vous n'avez plus la force, par exemple. Vous n'avez plus assez d'argent. Vous êtes obligé de prendre le peu d'argent qui reste pour votre retraite là, pour investir dans votre santé. Donc, voici pourquoi ces visites médicales-là sont obligatoires. Donc, nous-mêmes encore, on est des employés. Donc, lorsque les RH n'arrivent pas à le faire, souvent, il faut leur faire savoir que vous êtes informés de ce que la réglementation dit. Ça leur permet de voir que vous connaissez aussi. Voilà. S'ils ne connaissent pas, ça leur permet de montrer aussi ce qu'ils doivent pouvoir faire. Le HSE peut intervenir sur ça pour dire voici ce que la réglementation dit. En cas de suivi, quand l'Office de la santé de travail va venir, on va demander le suivi médical de chaque employé. Si tout ça n'y est pas, ça peut entraîner donc un problème pour l'entreprise. Voilà. Question avant qu'on ne poursuive. Je vous partage encore d'autres. Voilà. Question. Voilà. Question, donc, des jeunes. Oui, on a une main levée. Allez-y. Alors, moi, je voulais poser une question par rapport aux assurances que souvent les entreprises donnent. Oui. Alors, est-ce que, en plus de donner l'assurance là, je me dis que si les entreprises donnent l'assurance, c'est pour que, par exemple, les travailleurs souvent partent faire des bilans ou
voilà, des analyses pour voir l'état de leur santé. Est-ce que à plus de ça, euh, il y a une responsabilité encore de la part de l'entreprise? Parce que je vois que, Ok, bon, mhm. allez-y, terminez. Voilà, je disais, je vois que la réglementation dit que l'employé doit obligatoirement, voilà, euh, s'occuper de ce volet-là. Mais comme il y a l'assurance souvent qui est donnée par les entreprises, est-ce que il doit encore voir, prendre en charge un travailleur qui part pour faire une consultation ou un bilan de santé? C'est ça. Alors, donc, déjà, voici, c'est une très, très bonne question, Monsieur Nikema. On avait vu que pour traiter les risques, on a la possibilité de transférer le risque. Donc, le fait déjà d'assurer son travail, c'est une manière donc de transférer le risque pour que l'assurance amortisse la réparation. On a vu que tout accident est coûteux pour l'entreprise. Donc, tout accident directement nécessite, il faut des fonds. Par contre, quand on va s'adosser directement à une entreprise d'assurance, ce sont eux qui vont gérer tout ça. Parce qu'on sait que les travailleurs, c'est vrai que l'entreprise va payer en contrepartie des minimes sommes, mais on voit que quand même, sur une année, beaucoup ne tombent pas malades. Donc, les assurances gagnent. Donc, ça, c'est une manière de transférer le risque. En faisant ça, ils ne répondent pas donc à cette obligation donc, de conformité liée aux visites médicales. Donc, ça, c'est la première question. Et le fait d'assurer ces travailleurs, c'est comme j'ai dit, ça les protège eux-mêmes parce que voilà, c'est une manière donc de s'adosser donc à ces entreprises d'assurance là pour transférer leurs risques. Maintenant, la visite médicale se positionne en ce sens-là où c'est par rapport à l'activité professionnelle, le temps même, l'observation. Parce que l'assurance, on va vous définir les clauses pour pouvoir utiliser votre carte d'assurance. On va vous dire, par exemple, pour certains, si c'est l'assurance à 100%, les cliniques que vous devrez partir, voilà, si c'est le privé, c'est le public. Donc, il peut arriver même pour ceux qui ont des cartes d'assurance de faire des affaires avec certaines cliniques. Voilà, le médecin vous fait tous les examens possibles, etc., etc. Il vous donne votre part, il prend sa part. C'est des choses qui arrivent. Par contre, la visite médicale qu'impose la réglementation, elle sera donc gérée donc par quoi? Par l'Office de la santé des travailleurs. Donc, il n'y a pas cette possibilité-là de pouvoir faire des manigances. Donc, ce sont des parties qui sont, comment je vais dire ça, qui sont à la limite entre le travailleur et l'employeur. Ils sont indépendants, ils ne reçoivent aucune pression. Donc, ils sont fidèles à leur éthique et à leurs règles. Donc, ça signifie que la visite médicale d'entrée, vous aurez donc votre suivi médical personnalisé. Si on a des signes précurseurs, par exemple, vous avez travaillé 10 ans à manipuler un produit chimique et qu'on arrive, par exemple, la visite d'entrée, vous êtes rentré, vous n'avez pas de cancer. Après, on arrive à voir que, par exemple, vous commencez à développer donc des cancers en lien. L'OST fait son travail et vous avez cette possibilité-là de poursuivre l'entreprise. Donc, c'est mis en place pour protéger les travailleurs. Donc, l'État se positionne pour ça. Il y a des sites miniers aujourd'hui avec la manipulation à certains postes où beaucoup, par exemple, ont vu que pendant qu'ils étaient en poste pour les dames, ce sont des choses qu'on a vues, ils n'arrivaient pas à faire des enfants. Tous ceux qui étaient, que ce soit garçons ou femmes, ils n'arrivaient pas. C'était lié à faire quoi? Aux produits qu'ils utilisaient. Donc, ça avait donc un effet donc, sur eux-mêmes, leur productivité, parce qu'il y a il y a des produits qui sont cancérigènes, mutagènes et reproducteurs. Donc, ces produits-là peuvent jouer sur ça. Donc, c'est en ce moment, ces visites médicales-là viennent quoi? S'imposer. Aujourd'hui, il y a des postes de travail où, si vous faites une année, 2 années dedans, vous-même, déjà, votre pronostic vital même diminue. Il y a des postes de travail comme ça dans des environnements très, très toxiques. Ou sur le bulletin de salaire, aujourd'hui, ils ont compris une stratégie, on met la prime de risque. Mais la prime de risque, quand ça tombe avec le salaire directement, les gens ne savent pas que c'est une prime qu'ils doivent peut-être garder, ils vont le consommer. Donc, voici un peu, Monsieur Nikema, comment ça se passe. Voilà, merci.
Alors, donc, on poursuit toujours avec, voilà, avec ce décret-là, tout le monde arrive à le voir, fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail. Donc, voici, quand on parle d'hygiène, tout le HSE doit pouvoir avoir ce module-là. En fonction de votre activité, tout est là. En application, le présent décret fixe les mesures générales de protection, de prévention et de salubrité applicables à toutes les entreprises. Donc, c'est pour dire que ce décret-là s'applique à tout type d'entreprise. Donc, vous allez lire tous les articles et voir quels sont les articles qui s'appliquent à votre entreprise. C'est comme cela qu'on passe en revue pour pouvoir maintenir une veille réglementaire. Vous allez voir, l'article 2 dit, sont soumis aux dispositions du présent décret, par exemple, quelle que soit la nature d'établissement, privé ou public, laïque ou religieux. Donc, ça, c'est des choses qui sont connues. Y compris les travaux temporaires. Tout est là. Vous allez voir le nettoyage et la désinfection des locaux. Qu'est-ce que la loi dit? Les locaux sont construits en matériaux permettant un nettoyage facile et efficace au sol et des murs. Ça, c'est le premier principe. Les locaux affectés au travail sont tenus en état constant de propriété. Donc, ça, c'est une obligation que l'État dit. Le nettoyage des locaux est effectué avant ou après les travaux, les heures de travail. Il est fait par aspiration ou par tout autre procédé approprié ne soulevant pas de poussière. Donc, s'ils arrivent, ils vont regarder, voici ce que l'article dit par rapport à par rapport à ce que vous faites, est-ce que réellement vous êtes conforme? L'ambiance sur le lieu de travail, qu'est-ce qu'il dit? L'éclairage, vous voyez qu'on a parlé dans le cours d'aération, de ventilation, d'éclairage, de bruit, d'ensoleillement, poussière, nuisance, tout y est. Voilà, donc si vous êtes déjà les poussières, les vapeurs, tout y est. Donc l'aération, qu'est-ce qu'on dit? L'éclairage, le niveau d'éclairage, voici les tests qui sont appliqués. Les locaux de travail permanents, les bureaux, postes de travail, 300 à 500 luxe, ça ne doit pas dépasser. Donc vous allez faire ces mesures-là. Voilà, protection contre le bruit. Vous voyez qu'ici, on fait une fixation sur, on dit que quoi? Sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau 85 décibels. Mais l'OMS descend beaucoup plus à 70 décibels. Donc, si vous suivez les directives de l'OMS, vous êtes en même temps conforme à ce que votre loi dit. Voilà. Lorsque la pression acoustique de crête, ça c'est le pic, lorsque le pic dépasse 135 décibels par exemple. Donc, ils vont venir voir si ça dépasse, vous êtes en non-conformité. Les installations, aménagement au poste de travail, tout y est. Voici les sièges. Les personnes devant travailler debout doivent disposer de sièges qu'elles peuvent utiliser en cas de besoin. Tout est là, toute une réglementation. Donc, souvent, quand on nous pose des questions, c'est de voir, attention, est-ce qu'il y a des tests qui le font avant de pouvoir répondre? L'employeur doit mettre à disposition, pour ceux qui sont donc dans les dispositions de boissons, des travailleurs de l'eau potable en quantité suffisante, donc notamment une bonbonne d'eau. Les ventes et consommations de boissons alcooliques sont interdites sur le lieu de travail. Vous voyez que tout est là, tout est là. L'installation des sanitaires, par exemple, l'employeur doit mettre à disposition, tout est là. Donc, on n'aura pas vraiment le temps de passer. Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour 25 hommes et 2 cabinets pour 25 femmes, donc avec un siège pour les femmes en état de grossesse. Donc, toute la réglementation, elle est là. On est nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, donc voici un peu. Donc, je vous laisse le temps, pour ceux qui veulent rentrer en profondeur, peuvent le parcourir. Restauration et repos, il est interdit de prendre le repas dans les locaux, ateliers, emplacements. Donc, la loi, elle est là. L'hébergement, c'est de voir quels sont les articles qui s'appliquent à vous, vos pratiques actuelles. Est-ce que vous êtes conforme vis-à-vis donc de ces articles-là? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vous montre d'autres choses aussi, hein. Pour la santé publique aussi. Donc, tout est là. Donc, c'est après le cours, on va mettre à disposition. Voilà. Pour la santé publique aussi, je vous mets, on va le parcourir rapidement. OK, partagez. Donc, c'est dans tout type aussi d'activité. Est-ce que tout le monde voit pour la santé publique? Est-ce que tout le monde arrive à voir? Merci de confirmer. Voilà. Portant code de l'hygiène publique au Burkina Faso, toutes les arrêtés qui vont avec, les dispositions communes qui vont avec. Les règles d'hygiène publique, par exemple. Il est interdit de poser des actes et de porter atteinte à l'hygiène publique. L'hygiène et voie les places publiques. Tout est là.
Voilà, l'hygiène des piscines ou des baignades. C'est-à-dire, si vous êtes HSE dans une entreprise qui gère, par exemple, des piscines publiques ou baignades, voici les tests qui vont avec. Voilà, tout est là. Tout est là. Si vous êtes HSE dans une entreprise donc, de distribution d'eau préemballée, denrées alimentaires, tout est là. Donc, c'est de savoir où trouver, donc, euh, où les trouver. Alors, donc, pour terminer, on a aussi un exercice qui sera aussi mis à disposition pour ceux qui suivent en présentiel, on l'a fait. Donc, pour vous qui êtes en ligne, chacun peut répondre à ces questions. Une fois que c'est bon, vous pouvez me l'envoyer sous format Word pour que j'apporte aussi peut-être des commentaires. Voilà, donc la chasse au risque toujours. Donc, vous allez regarder chaque situation, énumérer, répondre aux différentes questions. Voilà, donc voici un peu ce qu'on devrait partager donc pour le module de ce soir. Comme information pour le moment, le programme suit son cours. Jeudi, normalement, on doit avoir cours en ligne, donc pour la prochaine session. Aussi, on prévoit faire, parce que pour toutes les cohortes qui rentrent, on a pas cérémonie d'entrée, on a la rentrée officielle aussi. On avait, pour le groupe, on avait discuté donc dans le groupe directement à travers un vote pour. Et comme on était dans la période de carême, beaucoup ont voulu qu'on laisse la rentrée donc à la fin donc, du carême. Donc pour l'instant, on est en train de voir, soit on va le faire le dimanche 29. Donc pour ceux qui sont en ligne, qui peuvent rallier Ouagadougou, c'est de venir au cabinet, voilà, et après le cours, on se retrouve au musée qui est près donc du cabinet, au musée national. Donc, c'est un moment d'échange. On va s'asseoir entre formateurs, entre équipes encadrantes, entre les formés. Chacun va se présenter. Voilà. Et ensuite, on discute, on mange, on boit. Voilà. Et enfin, lorsqu'on finit aussi pour le troisième mois, on a aussi une sortie aussi qu'on fait aussi au musée. Donc, voici un peu les informations. Alors, pour tous ceux-là qui ont des besoins, qui veulent passer au cabinet, ils peuvent toujours passer en cours de semaine, du lundi au vendredi, voilà, de 8h à 16h. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question? Il y a des questions avant de terminer. On a fini pour aujourd'hui. Oui, allez-y. Merci bien, M. Bado. Je voulais savoir quel est le Quel est le? On a du qui ne mal sont pas à au entendre, Ouaga. monsieur. On a du mal à entendre, monsieur Traoré. Quel est le? Allô? Oui, monsieur Traoré, Vous allez-y. m'entendez? Il y a du Oui, on vous bruit ici. entend Je maintenant. dis, quel est le sort de ceux qui ne sont pas à Ouaga? Ceux qui sont hors de Ouaga Quel est pour le? Oui, les oui, quel invitations, est le? la cérémonie quel est le Oui, bon, sort? Ceux qui ne sont pas à Ouaga. bon, déjà, pour ceux qui ne seront pas à Ouaga ou même pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, comme M. Taï qui nous suit depuis les cohortes précédentes, on aurait quand même voulu que tout le monde soit là. Voilà. Maintenant, ceux qui peuvent rallier, par exemple, leur zone à Ouagadougou, ils peuvent le faire. Voilà, c'est-à-dire si vous êtes à Koudougou, Bobo, pour les cohortes, parce que d'autres le font, ils se préparent, ils viennent, ils participent rapidement et ensuite ils prennent leur car pour se retourner. Sinon, à côté de ça, vous allez quand même voir les photos. Vous allez voir les photos, que ce soit pour la cérémonie d'entrée ou de sortie. Donc, des moments, c'est un cadre d'échange pour garder directement les contacts parce que on peut aussi avoir des personnes qui travaillent, d'autres sont dans tel domaine, dans tel domaine. Donc, ça permet déjà à chacun de garder voilà, le contact et puis aussi de casser la barrière entre formateurs et puis formés. Donc, voici un peu. Donc, pour l'heure, on a prévu pour le dimanche 29. Après, on va discuter en groupe et puis voir ce qu'on peut ou on doit retenir. Là, est-ce que M. Traoré nous reçoit? Oui, c'est bien compris, M. Bado. Merci bien. Voilà. Ok, c'est bien noté, Monsieur Badou. Merci. Merci. Donc, au thème de ce module de ce soir, donc j'espère avoir été à la hauteur. Il faut toujours revenir, voilà, il faut toujours revenir sur les modules de généralité parce que
jeudi, on commence les spécificités avec les EPI, EPC, la menu de sécurité, l'induction. Donc, il faut que vraiment on soit donc au même faut qu'on soit au même niveau d'information. Voilà. Ensuite, il faut peut-être me rappeler pour le jeudi, on avait vu le 5S, qui est un outil de qualité. Donc, j'ai conçu un module spécial pour vous permettre donc de l'implémenter, que ce soit en entreprise, à la maison ou partout d'ailleurs. Donc, pour le module prochain, voilà, rappelez-moi parce qu'on oublie beaucoup aussi. Rappelez-moi pour qu'on puisse s'entretenir sur les 5S, voilà, qui sont importants. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter bonne soirée. Voilà, bonne soirée et surtout bonne semaine à vous. Donc, le cours, le support, l'enregistrement sera dans le groupe. L'exercice sera dans le groupe. Toutes les lois aussi, je vais les publier aussi dans le groupe. Voilà. Donc, prenez soin de vous et puis très bon début de semaine à vous. Merci bien, merci.